13h, 15h, Europe 1 Info. Et la suite des grands entretiens politiques d'Europe 1 Info, c'est avec vous, Clélie Mathias. Et à 14h33, vous accueillez votre deuxième invité, Éric Schall, délégué général UDI et premier adjoint du 8e arrondissement de Paris en charge de la sécurité. Bonjour Monsieur Schall. Bonjour. Bienvenue à vous. Demain, il y aura 8000 policiers et gendarmes à Paris. Je rappelle encore une fois, et Géraldine vient de le dire, vous êtes premier adjoint du 8e arrondissement de Paris. C'est le secteur des Champs-Élysées. Donc vous êtes extrêmement concerné. Écoutez, Reda Bellage, qui est porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France, il était hier sur Europe 1 à propos donc de cette finale que l'on attend bien sûr sportivement, mais que les forces de l'ordre attendent aussi et sont quasiment sur le pied de guerre parce que 22 000 policiers et gendarmes mobilisés, 8 000 encore une fois dans la capitale, c'est énorme. Et il nous dit qu'aucune fan zone ne sera finalement installée à Paris parce qu'il y a eu un débat sur la question. Mais en revanche, il y en aura plusieurs en périphérie de la capitale. Bon, moi j'ai un exemple pour vous. Seine-Saint-Denis, Noisy-le-Grand, Villemont, Aubervilliers, Villepinte, Tremblay, Sevran, Saint-Ouen, Le Bourget, Duny, La Courneuve, Bondy, Blanc-Ménil, Rosny. Tout ça, ce seront des fan zones. Vous imaginez ? Oui, Si jamais Paris gagne. Et parallèlement, on a 80 000 personnes à gérer au Stade de France. Absolument. Avec le concert d'Ayana Kamura. On n'arrivera jamais tant que la sécurité ne sera pas un sujet interministériel et un sujet entre les ministères et les mairies. Qu'est-ce que vous lui répondez à ce policier, Éric Schall ? Alors, c'est pas moi de lui répondre directement, il a une hiérarchie. Non, d'accord, mais moi, ce qui quand m'intéresse, même, vous pouvez, en tant que premier adjoint au 8e arrondissement, vous avez des réunions avec les policiers, vous avez des réunions avec le ministère de l'Intérieur. Donc votre voix, elle porte. Il y a plusieurs choses, mais dans ce cas-là, il y a beaucoup de questions dans ce qu'il vient de dire. Je pense que la première des choses aujourd'hui, la finale est dans 24 heures. On a un événement à sécuriser demain soir, de multiples événements, il vient de le dire, premièrement, et deuxièmement, se posera en cas de victoire, et tout le monde souhaite la victoire, bien entendu, du PSG, la question du lendemain et de la célébration éventuelle. Moi, maintenant, c'est pas les polémiques avec les différents acteurs qui m'intéressent sur comment il aurait fallu faire très en amont. On a 24 heures pour finir de sécuriser. Et après, pour le futur, la question des fan zones pour le lendemain, je serais ravi de vous y répondre. Mais là, ce qui est répond, c'est qu'il y en a énormément en périphérie de Paris, il n'y en a pas à Paris, d'accord, Je voudrais pas donner le sentiment que la préfecture de police fait pas son travail, parce que d'une certaine manière, c'est presque les seuls qui l'ont fait. Donc il faudrait quand même, et là j'insiste là-dessus, rendre hommage. Nous, la semaine dernière, avec la maire du 8e arrondissement, Catherine Lecuyer, on a alerté sur les risques. C'était pas du tout pour dire que les choses n'étaient pas faites, c'était pour dire attention, il y a eu une finale l'année dernière. L'année dernière, il y avait 5400 forces de l'ordre qui étaient positionnées sur Paris. Ça n'a pas suffi pour régler la totalité des problèmes. Or, cette fois-ci, nous avons encore plus de difficultés, puisque vous venez de le dire, il y a simultanément d'autres événements. Donc il fallait monter en puissance. Et donc 8000, ça vous paraît adéquat comme chiffre ? Alors d'abord, malheureusement, c'est pas réellement 8000 totalement consacrés à la finale elle-même, parce que dans les 8000, je suis malheureusement obligé de prendre en compte qu'il y en aura qui seront consacrés à la sécurité des 3 sites dont on parle, pour les 3 concerts au Stade de France et pour les 2 arénas. Mais il y a quand même une augmentation. Et puis il y a aussi une amélioration du savoir-faire, c'est-à-dire que on peut se réjouir que le PSG soit régulièrement en finale, et je souhaite que ça continue d'arriver dans le futur, mais on peut aussi s'enrichir de l'expérience de l'année passée. L'année passée, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu une sécurisation des Champs-Élysées eux-mêmes, et avec des effets de bord. Parce qu'il y a quand même eu énormément de cas. C'est ce que je veux dire, avec des effets de bord, c'est-à-dire qu'on a une sécurisation du périmètre, il y a un périmètre dans lequel, à un moment donné restreint, dans lequel les gens ne peuvent pas rentrer, et du coup vous avez des exactions qui sont à la périphérie de ce périmètre. Et pour moi, on peut s'en féliciter ? Non, mais c'est ce que je vous dis, j'en félicite pas du tout, et moi, élu du 8e, ça ne me satisfaisait pas de considérer qu'à un moment donné, on avait une avenue qui était grosso modo plus ou moins sécurisée, mais de toute manière de manière quand même très insatisfaisante, et d'avoir derrière des dégradations extrêmement fortes. Tout le travail aujourd'hui de la réunion que nous avons eue hier avec les forces des forces de l'ordre, avec la préfecture de police, c'est de faire cette jonction, améliorer cette jonction pour que le périmètre ne soit pas simplement un périmètre fermé sous cloche, et que derrière il puisse faire n'importe quoi autour. C'est là-dessus qu'on travaille. Alors j'aurais aimé vous dire, parce que j'entends ce qui est dit, mais je pense que le problème c'est pas la hiérarchie policière de la police nationale. Ce que j'aurais aimé, et je ne veux pas polémiquer, j'ai entendu ma collègue élue sénatrice de Paris il y a quelques minutes à votre antenne, j'ai compris que donc les écologistes sont favorables à la dépénalisation du hashish, mais par contre la solution pour régler les problèmes, ce sera d'interdire la bière pour ces rassemblements, ou mettre des éducateurs de rue dans les stades comme si c'était des vrais supporters qui posaient le problème. Tout ça est ridicule. En revanche, puisqu'on en est à ce type de polémique, moi j'aurais bien aimé que le maire de Paris, avec la police municipale, s'investisse plus dans ce continuum de sécurité. Parce que
cette jonction dont je vous parle, entre le périmètre central dans lequel les gens ne pourront pas rentrer et ce qui peut se produire autour, c'est là qu'on a un effort particulier, c'est là-dessus que nous sommes extrêmement mobilisés, c'est là-dessus que nous sommes attentifs, mais c'est là-dessus aussi que j'aurais aimé que le maire de Paris, plutôt que de nous inventer tous les 24 heures un nouvel endroit de fan zone, sans concertation d'ailleurs avec les élus locaux, nous aide en mettant à disposition aussi en soutien de la police nationale, la police municipale. Et là, il y a une énorme légèreté de la part du maire de Paris et de sa première adjointe. Éric Chasles, vous êtes premier adjoint du 8e arrondissement de Paris. Qu'est-ce que vous dites pour aux Parisiens et aux familles demain ? Est-ce que vous leur dites, surtout à partir d'une certaine heure, donc je rappelle que le match est à 18h, à partir de 18h, 17, 18h, ne venez pas dans le 8e arrondissement, ne venez pas sur les Champs-Élysées ? Alors évidemment, là, je vais pas raisonner en tant qu'élu, vous savez, je vais raisonner en tant que parent, puisque moi, je vais dans le 8e, et ma fille, la question se pose très directement. Mais que ce soit pour ma fille qui vit dans le 8e, ou que ce soit pour tout autre type de jeune, aujourd'hui, quel parent, raisonnablement, peut encourager ses enfants à aller sur les lieux festifs de cette nature ? Moi, j'ai vécu 98 avec un souvenir incroyable dans les yeux. Les Champs-Élysées, à l'époque, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais si vous vous souvenez bien, 2 ans après, en 2000, quand la France a également gagné l'Euro de foot, c'était plus la même chose, les Champs-Élysées. C'était déjà, dès l'année 2000, ça s'était déjà transformé en scène de guerre. Pardon pour le terme, c'est très fort, mais enfin, quand vous avez des tirs de mortier, j'ai connu des scènes de guerre qui étaient plus paisibles à certains moments que ce qu'on a vécu là. C'est un match de foot, c'est un jour de joie, c'est une finale de Ligue des Champions dans laquelle le Paris Saint-Germain est qualifié. Et pourquoi ça ne pourrait pas se passer comme la semaine dernière avec Lens, qui a gagné la Coupe de France? Parce que je crois que ça a été dit par un certain nombre de personnes, par le ministre lui-même, parce que nous ne sommes pas exactement sur le même public. Et encore une fois, je crois qu'on ferait une erreur si on considérait que c'était un problème de supporters. Les gens qui foutent le bordel, pardon pour l'expression, un peu cavalière, c'est pas des supporters du PSG. Ce sont des gens qui utilisent ce prétexte comme ils en utilisent d'autres. On va avoir la Coupe du Monde dans quelques jours. Est-ce que vous pensez que c'est de nouveau les supporters du PSG qui, au fil et à mesure des matchs, vont venir tout casser à chaque fois, enfin chercher des prétextes pour tout casser? C'est pas du tout ça qui se joue. C'est pas du tout l'enjeu. Alors pour les vrais supporters, effectivement, et moi je veux pas être un esprit chagrin, je suis pas en train de vous dire faut pas que les gens fassent la fête. Je suis en train de me poser la question de comment d'authentiques supporters peuvent faire la fête. Et aujourd'hui ils peuvent pas. Aujourd'hui personne n'a envie d'aller sur les Champs-Élysées, je m'en résous pour faire la fête, parce que ce sera triste, parce que de toute manière rien n'est fait pour qu'il se produise quelque chose de positif. Et sur le Champ de Mars le lendemain. Et donc, alors le Champ de Mars c'est encore autre chose. Et là je regrette le choix de ce site parce qu'en plus il va y avoir une dégradation. Oui, il a été très contesté. Mais je vais vous dire quelle est à mon sens la solution. Avec mes collègues du groupe Paris Liberté, on en a parlé ces derniers jours. C'est le groupe de la droite et du centre à Paris, le groupe des élus de Rachida Dati. Nous avons estimé qu'il était temps d'avoir une solution, plutôt que les inventions baroques d'Emmanuel Grégoire. Je crois qu'on a besoin aujourd'hui de dire aux gens ceux qui veulent faire la fête, ceux qui veulent suivre les matchs de foot et ceux qui veulent après célébrer, qu'ils aient un endroit à Paris qui soit une espèce d'endroit dédié. Je crois que cet endroit existe, c'est le parc de la Villette. Je crois que le parc de la Villette, alors ça a été d'abord, on a un succès, on a un précédent. C'était l'endroit du Club France au moment des Jeux Olympiques. Maintenant, le parc de la Villette, il y a beaucoup de choses. Mais le parc de la Villette, Philharmonie ou la Cité des Sciences, il y a plein de choses. Le parc de la Villette est très intéressant parce que c'est un grand espace, c'est un espace qui est accessible, c'est un espace où on n'aura pas les mêmes dégradations, par exemple sur les Champs de Mars, sur les espaces verts. C'est un endroit où il y a moins de proximité urbaine, c'est-à-dire qu'il y aura techniquement moins de dégradation. Est-ce que vous ne déplacez pas le problème? Non, parce que je pense que c'est un endroit qui est adapté. Et encore une fois, je suis pas en train de vous dire, d'ailleurs j'en ai parlé avec mon collègue Pierre Licia, qui est absolument favorable, qui était notre candidat tête de liste dans le 10e arrondissement, c'est mieux d'avoir la fête au parc de la Villette que d'avoir des craqueux. Donc c'est vraiment, je pense, une option sur laquelle le maire de Paris devrait travailler, plutôt que d'essayer d'inventer la déclaration du problème. Mais c'est ce qu'on va proposer au prochain conseil de Paris. Là, c'est trop tard pour demain soir. La finale, c'est demain soir. Mais on a tous les Mais on avait un an pour proposer des choses. Parce que déjà l'année dernière, il y avait... J'adorerais être aux affaires. Non, mais sans être aux affaires, vous pourriez... Vous le dites, vous allez lui proposer la semaine prochaine, je crois. C'est ce que vous m'avez dit. Donc vous auriez pu lui proposer l'année dernière, après ce qui s'est passé en finale déjà. Personnellement, je ne suis élu que depuis un mois et demi. Donc pardonnez-moi de ne pas avoir eu de réponse. Pardon, votre groupe. Il était temps que j'arrive alors. Non, mais votre groupe, toutes ces solutions, pourquoi elles ont... On a déjà eu ce problème, on les a plus d'une fois, vous le savez bien. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que là, je pense qu'on a une proposition qui est intéressante. D'abord, elle a été utilisée au moment des JO. Alors, les JO étaient plus calmes. On n'avait pas exactement le même type de public. Mais je pense que c'est une piste très intéressante à creuser. Et surtout, elle est intéressante pour 2 raisons. Celle du maintien de l'ordre, mais au-delà de ça, pour celle du droit à faire la fête. Parce que je veux pas avoir l'air d'être un esprit chagrin. Quand je vous dis qu'on peut pas faire la fête sur les Champs-Élysées ou Champ de Mars, c'est pas parce que je veux pas que les gens s'amusent. Je suis le premier à vouloir avoir envie de faire la fête. Je suis le premier à vouloir aller à un endroit safe, pardon pour l'anglicisme. Et
on peut le créer cet endroit. Et je crois que ce site est vraiment adapté. Donc on va le proposer, on tend la main au maire de Paris pour réfléchir à ça. On a la Coupe du Monde, ça peut être un extraordinaire moment pour essayer de mettre en œuvre ce dispositif. On a le temps, c'est dans seulement 3 semaines, mais c'est possible. On voit bien qu'on peut monter une fausse fan zone. Vous ne pouviez pas lui demander, après il y a eu la demi-finale déjà, où il y a eu des problèmes, des débordements et des violences. On ne pouvait pas le proposer après la demi-finale en vue de cette finale-là, le 30 mai? J'adorerais avoir de bonnes idées plus rapidement. Je vous assure qu'en tout cas, on a le temps de le faire maintenant, mais regardons devant nous. Regardons devant nous. Éric Schall, je rappelle que vous êtes délégué général UDI, on en parlera d'ailleurs de la présidentielle, et premier adjoint du 8e arrondissement de Paris. Dans un instant, nous évoquerons le scandale du périscolaire parisien. À tout de suite sur Europe 1. 14h43, vous écoutez les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info. Excellent après-midi sur Europe 1. 13h, 15h, Europe 1 Info. Ce week-end sur Europe 1. Demain de 10h à 11h, Aux côtés d'Eliott Deval, Philippe de Villiers livre son regard sur toute l'actualité française. de 17h à 18h, William Lémergie vous ouvre les portes des Folies Bergères. la célèbre salle de spectacle à Paris. Et de 18h à 19h, Laurie Choleva reçoit l'iconique Juliette Binoche pour son premier film en tant que réalisatrice, En nous. en salle mercredi prochain. Bon week-end à l'écoute d'Europe 1. En ce moment chez BYD, découvrez BYD Atto 2 Super Hybride, le nouveau SUV urbain suréquipé avec 1000 km d'autonomie et 6 ans de garantie. Profitez de son offre de lancement dès 26 990 € chez votre concessionnaire BYD. Autonomie cycle combiné pondéré WLTP sur Atto 2 DMI Boost. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Leclerc, bonjour. Bonjour, il paraît que vous avez de très beaux bouquets de roses pour la fête des mères. C'est vrai, ils sont magnifiques. Ah, parfait. Alors je viens tout de suite faire les courses avec mes enfants, comme ça ils penseront que c'est eux qui ont eu l'idée. Je peux aussi passer le message. Les enfants, écoutez bien. Du 28 au 31 mai, le bouquet de 15 roses, rouges, blanches ou roses, est à 5,50 € chez Leclerc. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Hauteur de tige 50 cm, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Passeport, maillot de bain, crème solaire, tout est prêt pour les vacances. Et pour sécuriser la maison? Une porte blindée Fichet, bien sûr. En plus, du 18 mai au 15 juin, la pause est offerte chez Point Fort Fichet. Cette année, on va enfin pouvoir partir l'esprit tranquille. Voir conditions au magasin et sur fichet-pointfort.com. Point Fort Fichet, nous protégeons ce que vous avez de plus cher. Gros passage à Blois. Ce vendredi, jackpot Euro-Million de près de 130 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ, montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. 13h, 15h, Europe 1 Info. La suite des grands entretiens politiques d'Europe 1 Info à 14h45 sur Europe 1. C'est avec vous, Clélie Mathias, et votre invité, Éric Schall, délégué général UDI et premier adjoint du 8e arrondissement de Paris en charge de la sécurité. Parlons, si vous le voulez bien, de ce scandale du périscolaire parisien. Il y a eu notamment ce premier procès public cette semaine à Paris, avec des réquisitions d'ailleurs qui ont choqué et qui ont suscité l'incompréhension des familles, parce que l'animateur qui a été jugé pour agression sexuelle sur 9 enfants risquait 10 ans de prison. Et les réquisitions font état de 3 ans, dont 1 ferme sous bracelet électronique. Et je voudrais vous faire entendre Jérôme. Jérôme, il est papa d'une petite fille qui a été agressée sexuellement dans une école parisienne, dans le 11e arrondissement. Les faits remontent à avril dernier. Il a témoigné ce matin sur Europe 1 dans l'émission Eliott Deval et vous. En septembre 2024, on identifie cet homme comme ayant potentiellement déjà commis une agression sexuelle. Dans la même école ? Et là, dans cette école, il y a 2 maîtresses, un directeur d'école qui sont au courant. Et un directeur d'école qui, après avoir parlé à la mère, dit « Vous savez, c'est pas mon sujet, c'est celui du périscolaire. Donc, moi, je m'en occupe pas. Et puis, allez voir la responsable du périscolaire et vous lui parlez de votre incident. » Et la responsable du périscolaire répond à la mère « Oh, écoutez, minimise les faits, vous vous trompez. Je pense que vous avez mal interprété. Et puis, vous savez, s'il y a des problèmes avec les petites sections, on va transférer l'animateur des petites sections aux moyennes sections. » Éric Schall, vous imaginez ce papa, ce qu'il a entendu ? Oui. Est-ce qu'il y a des responsabilités politiques qui doivent être tirées au clair ? En tout cas, il va falloir les tirer au clair. Et d'abord, après les propos que je viens d'entendre, c'est difficile de rebasculer immédiatement sur un champ politique qui aurait l'air d'être partisan. Mais quand j'entends ces parents, c'est à eux qu'on doit la vérité. Et je crois que effectivement, le chemin judiciaire est le bon chemin.
Ça fait 11 ans maintenant que nous, et je ne veux pas repolitiser, que nous alertons sur cette situation. Je vous disais tout à l'heure que moi je ne suis élu que depuis quelques semaines, mais le maire du 6e arrondissement, ça fait 11 ans qu'il est en Conseil de Paris, il alerte sur cette situation. Depuis 11 ans également, il y a un rapport de l'inspection générale de la ville de Paris qui met en garde contre un certain nombre de dysfonctionnements. Et on constate, pardon pour le mot grâce, mais par l'intermédiaire des procédures judiciaires que les familles ont intentées, on commence à découvrir un certain nombre de choses auxquelles nous n'accédions pas, nous, en tant que politiques, parce que nous étions dans l'opposition et on n'arrivait pas à franchir le mur du son. On aurait adoré aussi être plus entendu à l'époque dans les médias. Mais pareil, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, je ne regarde pas dans le rétroviseur. Maintenant, on commence à découvrir un certain nombre de choses. On se rend compte que ces animateurs, dans cette logique de pas de vague, ont été déplacés d'école en école. Il y a probablement une responsabilité très lourde. Il faut le tirer au clair. Il faut que justice passe. Et vous avez des responsables politiques qui sont en charge d'un certain nombre de choses. Si les enquêtes, que ce soit l'enquête judiciaire, une commission d'enquête que nous appelons de nos voeux... C'est ce que je veux dire. Vous êtes d'accord avec Agnès Evren, la sénatrice LR, qui demande une commission d'enquête parlementaire sur ce périscolaire parisien. Et pour moi, les deux sont cumulatifs. Il y a la question de la commission d'enquête parlementaire qui est essentielle et qui doit analyser le système, comment on peut arriver à une situation où de manière systémique, une organisation des directions d'une commune, la plus grande commune de France, peuvent reproduire à l'infini ce schéma, qui est un schéma mais terrifiant. Et d'autre part, il y a le problème judiciaire et de la responsabilité. Vous savez, en droit français, lorsque un responsable politique prend la liberté de ne pas dénoncer un fait de violence, une infraction quelle qu'elle soit, il y a des sanctions pénales. Mais de surcroît, lorsqu'il s'agit de violences sexuelles contre des mineurs, les peines sont encore plus graves. Donc il va falloir voir quelles sont les responsabilités. Je n'accuse personne à ce stade. Je vous dis qu'il faut une enquête, il faut que tout soit tiré au clair, et que si des gens ont délibérément fait le choix de mettre ça sous silence, en taisant et en ne dénonçant pas des faits graves à la justice, ces personnes devront être condamnées. Mais ce sera à la justice de le dire. Mais justement, la justice, je vous citais l'exemple de ce procès parce que on a entendu beaucoup de familles de victimes qui ont pris la parole après le premier procès public d'un animateur. Encore une fois, il risque, je dis il risque parce que c'est pas encore fait, hein, on est au stade des réquisitions et que le jugement final sera début juillet, il risque 10 ans de prison. Et là, le parquet requiert 3 ans de prison, dont un seul, avec un bracelet sous bracelet électronique. Ça dit deux choses. La première, pardonnez-moi, je ne veux pas avoir l'air de botter en touche, je n'ai pas l'habitude de commenter les décisions de justice qui sont en cours et le quantum de peine. Et c'est pas pour botter en touche. Et quand je vous dis ça, c'est juste que je ne veux pas participer à cette espèce de sport national de systématiquement contester les procédures judiciaires. En cours, quelles qu'elles soient, quelles que soient les personnes impliquées. Vous imaginez, c'est pas grave. Vous avez entendu ce papa qui est là et passé de service en service. Je vous réponds. Les autres qui sont au tribunal et qui... Enfin, voilà. Quand je vous dis ça, je voulais juste prendre des réserves d'usage pour ne pas participer à une dénonciation globale du système judiciaire. C'est ça que je voulais vous dire. Et je ne cherchais pas du tout à botter en touche, puisqu'avec beaucoup de responsabilités, je vous le disais auparavant. En revanche, on voit bien mais je prenais cette réserve d'usage, on voit bien dans ces réquisitions du parquet qu'il y a encore aujourd'hui en France, de manière systémique, mais d'une autre manière, une difficulté à appréhender les victimes des violences sexuelles. Aujourd'hui, pour les enfants, c'est particulièrement insupportable, mais je ne veux pas généraliser ça uniquement sur les enfants. C'est aussi le cas pour toutes les femmes qui sont victimes de violences. Je crois qu'au moment, je ne sais pas comment les choses sont faites, comment les décisions sont prises par le parquet, mais effectivement, cette réitération de réquisitions assez faible c'est le ministère public en plus, rappelons-le quand même. Ne peut que nous soucier. Mais je ne veux pas en faire un cas particulier parce que ce serait, dans cette affaire, m'en mêler directement. Mais la multiplication des sujets, de toutes les violences à caractère sexuel, et sur des enfants, et là on parle des enfants de 3, 4 ou 5 ans, c'est infâme. C'est vraiment infâme. Mais d'une manière générale, effectivement, je pense qu'il y a dans notre société encore un déni sur la gravité des faits en général, de toutes les formes de violence sexuelle.
Un projet de loi de protection de l'enfance a été présenté cette semaine en Conseil des ministres. Vous y êtes favorable, il va dans le bon sens. Pour vous, il y a des mesures qui doivent être prises? Bien sûr, il va dans le bon sens. Et tout ça participe à une évolution de la société qui va dans le bon sens. Vous savez, j'entends aussi souvent, j'ai l'air de sortir complètement de sujet, mais souvent, on balaye d'un revers de la main mouvement MeToo ou ce genre de choses. Parce que je crois que la libération de la parole des victimes... On ne le balaye pas tellement d'un revers de la main. Non, mais je pense qu'assez rapidement, on choisit un camp en disant non, mais vraiment, il faut absolument que écouter les victimes d'une manière générale. Et écouter les enfants aussi, parce que... Mais j'englobe... Alors, ce qui est très compliqué avec les enfants, vous le savez, c'est que justement, des enfants de 5 ans, il faut déceler la parole. Et c'est ça qui est très, 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 très dur. Mais quand on voit déjà le déni qu'on peut avoir dans des procédures judiciaires sur des paroles d'adultes, et quand on a du mal à écouter des adultes, et on parlait de femmes, mais quand on a du mal à écouter des femmes victimes, et qu'on remet, comme les derniers jours, ce que j'ai entendu systématiquement leurs paroles, ou qu'on les relativise, imaginez ce que c'est de chercher à déceler dans les paroles ou les non-paroles d'un enfant la réalité de ce qu'ils ont vécu. Donc bien entendu, pour ça, il faut la libérer, cette parole, il faut écouter, il y a énormément de choses à changer, mais il faut que notre système judiciaire, d'une manière générale, donne plus de place aux victimes. On parlait souvent de ça, je vous disais que moi, à la région Île-de-France, je suis donc vice-président de la commission sécurité et aide aux victimes. Mais cette dimension aide aux victimes, pour moi, elle est essentielle, parce que notre rôle aussi d'élu, c'est de les accompagner, c'est donner une place à la victime dans le procès pénal plus importante qu'elle n'existe aujourd'hui. Parlons de la présidentielle de 2027 et avant même de 2027, des sénatoriales. Parce que oui, il y a une élection quand même en septembre. Tout à fait. Ouais, exactement, on a tendance à l'oublier. On est à 4 mois de ces élections sénatoriales. Je vous rappelle que mon président est également le président d'un groupe. Et bien justement, on va en parler. Vous allez nous dire ce que vous en pensez.Elles sont souvent présentées comme elles auront lieu en septembre, mais que la présidentielle aura lieu au printemps. On dit souvent que c'est un test national avant la présidentielle, notamment pour le Rassemblement national. Et je voudrais vous faire écouter Christophe Skurzek, qui est sénateur du Pas-de-Calais. Et c'était lors d'une conférence de presse au siège du RN. Et il a fait état, donc lui en tant que RN, il a fait état de contacts avec des parlementaires de droite et du centre qui pourraient rallier le parti RN. C'est ce qu'il déclare. Écoutez-le. On n'est pas à l'abri de surprise. C'est-à-dire qu'on a effectivement des contacts avec des sénateurs qui sont dans le groupe LR, mais qui parfois ne sont pas nécessairement cartés LR, parfois des quelques sénateurs qui sont dans le groupe centriste notamment. Effectivement, certains nous ont laissé savoir que si on est en situation de constituer un groupe, certains pourraient nous rallier. Évidemment, ces questions seront abordées à ce moment-là, donc on n'a pas, si vous voulez, de nom à vous donner pour le moment, mais effectivement, la sagesse sénatoriale et l'œcuménisme qui règne de manière générale au Sénat rendent de manière générale les relations beaucoup plus fluides et faciles. Est-ce que vous, à l'UDI, vous avez entendu parler de ça ? Ouais, je pense qu'il y a une stratégie de communication du Rassemblement national. Ils essaient de normaliser et de brouiller un peu les lignes. D'ailleurs, il n'y a pas de name dropping. Ils balancent dans la nature l'idée que des sénateurs de tel ou tel groupe... Est-ce que certains de l'UDI pourraient rejoindre les rangs du Rassemblement national pour former un groupe au Sénat ? Alors, premièrement, je pense que les valeurs des centristes sont quand même aux antipodes de celles du Rassemblement national. Quand je vous dis ça, je ne juge pas ni les candidats du Rassemblement national, ni leurs électeurs. Ils ont des électeurs. Et vous savez, une sénatoriale, pardon, pour nos auditeurs, pour être clair, c'est la conséquence des élections locales. 97% du corps électoral sénatorial, c'est les maires et les adjoints aux maires qui ont été élus en mars dernier au municipal. Donc c'est la traduction, en fait, c'est la continuité d'une élection municipale. Le RN a gagné des communes, donc ils ont plus de grands électeurs, donc ils progresseront probablement au Sénat, ne serait-ce que parce que dans les départements renouvelables, beaucoup sont sur le littoral méditerranéen. À partir de là, ils peuvent avoir une progression, mais ils peuvent le faire en transparence, ils n'ont pas besoin de brouiller les cartes en disant, là, peut-être qu'éventuellement des centristes ou des LR vont nous rejoindre. Moi, je suis pour la clarté. Qu'il y ait des listes RN, qu'il y ait des listes de droite et du centre, de droite et de centre, on verra comment les choses s'organiseront, et que les électeurs, les grands électeurs, qui sont des gens extrêmement matures, ce sont des élus locaux dont on parle, choisissent à partir de là. Mais la stratégie qui consiste à dire, vous inquiétez pas, en fait, éventuellement, il y a peut-être des sénateurs de droite ou du centre qui viendront avec nous, qui commencent par donner les noms, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir vraiment de la clarté dans l'élection, et s'ils ont plus de sièges, c'est qu'ils les auront mérités. Je suis un démocrate, c'est pas le problème. Mais ce que je souhaite, c'est que chacun fasse campagne sous ses couleurs. À demain, à Paris, il y aura décidément énormément d'événements. PSG, Arsenal, ça c'est pour ceux qui regarderont, même si le match a lieu à Budapest. Il y a le concert d'Aya Nakamura, il y a d'autres concerts aussi, je crois, et il y a un grand meeting, celui de Gabriel Attal. Vous allez y aller ou pas ? Écoutez, j'irai parce que je pense que ça fait partie de notre rôle. D'abord, j'étais invité et j'ai pas l'habitude de refuser les invitations, premièrement, et deuxièmement... ça vous soutient ?
Non, ça vaut pas soutien, ça vaut l'idée. Écoutez, à l'UDI, on a fait le choix d'être le trait d'union du socle commun. On est peut-être les derniers à croire qu'il va falloir un seul candidat du socle commun. Moi, je crois que Mélenchon va être très haut à la présidentielle. Et donc, le seul moyen d'éviter un duel Bardella-Mélenchon, parce que c'est pas de la gauche que ça viendra, c'est d'avoir un candidat unique de la droite et du centre. Pour ça, il va falloir qu'il n'y en ait qu'un seul. Et en attendant, il faut des rapprochements. Moi, je suis prêt à écouter tout le monde. Je souhaite que le meilleur candidat se détache. En revanche, ce que je veux, c'est des idées sur la table. Ce qui m'intéresse, c'est d'écouter les projets. J'écouterai demain les projets. Ça vaut pas soutien, ça vaut attention. Merci beaucoup, Éric Charles. Je rappelle que vous êtes délégué général UDI et premier adjoint du 8e arrondissement de Paris.